Merci beaucoup à Ignacy Grau et à Loïdel de la possibilité de parler sur la crise sanitaire et les enjeux éducatifs. D'abord, pour les situer dans le contexte actuel, qui est un contexte réel de changement d'époque. À cause de l'innovation technologique, il y a des changements abrupts qui posent des interrogations, des défis et des incertitudes. Nous sommes confrontés à des crises qui sont préalables à cette crise sanitaire et qui sont des crises profondes et globales, et notamment la crise économique et sociale, la crise environnementale, qui ont provoqué les deux une crise migratoire importante avec le réchauffement climatique et des problèmes de pollution importantes, et aussi une crise politique qui est connectée au fait d'avoir un déficit de participation politique des citoyens, qui a des conséquences aussi sur la vie au quotidien. Cet ensemble de crises sont relatives aussi à une certaine crise des relations humaines et une crise anthropologique générale. Cette crise anthropologique générale et des relations humaines exprime et concerne même la conscience personnelle humaine et sa dignité de toute personne. L'isolement et la solitude dans laquelle nous avons vécu nécessitent pour toute personne d'avoir ces relations, et on voit la valeur fondamentale de tout ça aujourd'hui. Les systèmes éducatifs vont chercher des réponses rapides via des plateformes pédagogiques informatisées, mais il est important de constater une forte disparité d'opportunités éducatives et technologiques. Aussi, à cause du confinement et de beaucoup d'autres lacunes déjà existantes, de nombreux enfants et adolescents sont restés en arrière dans le processus naturel du développement pédagogique. On estime à 258 millions les enfants qui n'ont pas pu avoir accès à l'école pendant ce temps. Un autre élément important, me semble, est la grande dépendance des enfants et des adolescents par rapport à Internet et aux formes de communication virtuelle en général, les rendant plus vulnérables et exposés aux activités criminelles. Nous assistons donc à une sorte de catastrophe éducative qui, me semble, doit être affrontée pour qu'on puisse avoir des réponses cohérentes et importantes à ce type de problématiques. Il me semble aujourd'hui fondamental pour les systèmes éducatifs de tenir compte de l'être de l'élève, de l'enfant, et surtout de son développement et d'une vision autant que faire se peut intégrale pour faire face à cette situation qui peut dériver vers cette catastrophe éducative dont je parlais avant. Et il me paraît important de considérer l'enfant d'abord comme un être naturel. Un être naturel, ça veut dire composé dans son organisme, du point de vue biologique, des mêmes éléments qui existent dans la nature. 68% d'eau, 18% de carbone, du calcium, du potassium. Il y a tout ce qui existe dans la nature. Et Pascal disait combien et comment il faut respecter la nature, disant celui qui veut faire l'ange fait la bête. Et Horace, 50 ans avant le Christ, disait chasser le naturel, il revient au galop. Et il faut tenir compte de cet élément-là, qui fait que nous avons besoin d'un bien-être aussi de ce point de vue-là. Il suffit quelques milligrammes dans ces composants pour qu'on ait des problèmes graves de santé et de fonctionnement et de bien-être. Mais l'homme, l'être humain, l'enfant est un être naturel aussi du point de vue de sa nature même, de son essence, de son être ontologique qui est inscrite dans son cœur et qui a fait... qui fait par exemple référence à ce travail important de l'UNESCO, le droit d'être un homme, dans lequel plus d'une centaine de pays ont donné des avis par rapport aux racines de leur propre culture, et partout apparaît d'une manière unanime des éléments d'ordre naturel qui sont inscrits dans la nature humaine et qui depuis des millénaires lui disent qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. Cela existe. La mort, le fait de tuer quelqu'un est condamné partout dans le monde. L'inceste est condamné partout dans le monde. L'exploitation, le vol, le mensonge sont des éléments que nous avons en commun et qui font partie de cette nature ontologique qui nous fait chercher le bien et éviter le mal. Et cela est inscrit dans la nature de l'être humain. Cet être humain, il a une capacité cognitive supérieure qui le caractérise
et dont il faut tenir compte et qui est celle que les systèmes éducatifs nourrissent et qui permettent l'instruction et l'éducation. Tout cela dépend de la vie affective de la personne. Jean Piaget disait que le développement affectif, le bien-être affectif est le moteur qui met en marche tout l'aspect cognitif et toutes les capacités, le fait qu'un enfant actualise un potentiel qu'il a. Ensuite, il y a ce qui a été terriblement maltraité pendant cette période de pandémie, qui est la capacité d'établir des relations sociales avec les autres, tout ce qui est relatif à la socialisation. Enfin, cet être humain, il a des comportements, il a produit des actes qu'il caractérise et qui sont de l'ordre de la morale et de l'éthique. Des choses qui sont objectivement en bien et des choses qui sont objectivement en mal. La notion de responsabilité, d'être responsable de ses actes et tout ce qui va avec. Et enfin, cet être humain, il a en lui aussi une dimension spirituelle. Non pas au sens exclusif du rapport à la religion, mais à la capacité qu'il a de donner un sens à sa vie et à ce qu'il fait, et qui, à mon sens, aujourd'hui font terriblement défaut. De former les jeunes à la finalité de ce qu'ils font et au sens que peut avoir le travail qu'ils fournissent. Pour conclure, j'aimerais souligner ce qui me semble être des enjeux éducatifs importants à reprendre, à mettre en valeur dans ce contexte que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'abord, je soulignerai, je reviendrai sur le rapport Delors sur l'éducation. L'éducation, un trésor est caché là-dedans. Et pour insister sur les 4 piliers sur lesquels Delors et son équipe avaient insisté à l'époque, et notamment la question fondamentale du savoir-être. Nous avons besoin, comme de l'air pour respirer, d'aider nos jeunes et les former de ce point de vue-là, en dehors des contraintes d'ordre du monde de la finance et de l'économie qui prônent la rentabilité, l'efficacité et la productivité. Il faut aussi qu'il y ait une formation et que soit souligné cet aspect lié non pas seulement à l'instruction, mais aussi à l'éducation et en plus être à la connaissance de soi qui me permet après d'aller vers les autres et apporter une contribution unique qui m'est propre. Et ça est, à mon avis, un parent pauvre des systèmes éducatifs. Deuxième enjeu qui me paraît important, nous vivons dans un monde désormais globalisé. Nous avons globalisé l'économie, nous avons oublié d'apprendre aux uns et aux autres qu'est-ce que c'est que de nous confronter à des personnes qui ont une culture, des repères, des religions différentes des nôtres. Et c'est là la source de beaucoup d'inégalités et de beaucoup de conflits, voire de terrorisme donc, tout ce qui est formation en matière interculturelle, tout ce qui est formation en matière de savoir-être pour soi-même, savoir quels sont les devoirs que j'ai en tant que personne, mais aussi les devoirs que j'ai envers les autres, et développer cette capacité d'altruisme. Comment pouvons-nous surmonter des problèmes aujourd'hui qui sont d'ordre global avec des solutions seulement nationalistes et locales ? Comment pourrons-nous affronter cela si les jeunes ne sont pas formés à une conscience universelle, au respect de l'autre, à la patrie de l'autre, aux manières de voir la réalité de l'autre? C'est impossible de surmonter la pandémie si 170 pays n'ont pas accès au vaccin et que nos universités reçoivent entre 30 à 50% d'étudiants qui viennent de ces pays qui vont arriver en automne. Comment pouvons-nous résoudre ce problème seulement en étant repliés sur nous-mêmes? Et ça demande une formation à ce propos. Troisième élément qui me paraît important pour les systèmes éducatifs, c'est d'investir davantage et de préparer les jeunes à savoir vivre avec leurs émotions. Nous souffrons terriblement de personnes qui, par carence affective, par carence d'autorité éducative, n'arrivent pas à intégrer, à nommer ce qu'ils vivent, à les métaboliser, à lui donner un sens et à transformer les obstacles et les difficultés en tremplin pour aller plus loin. Parce qu'il y a un défaut de confrontation à l'adulte qui investit affectivement et qui permet aux jeunes de construire leur propre identité dans une connaissance profonde de soi-même pour qu'ils puissent après aller vers les autres et apporter une contribution qui leur est propre, personnelle et culturellement marquée, mais en enrichissant tout le monde. Et la sociabilité
est de fait un enrichissement mutuel. Donc, nommer les émotions, en parler, savoir comment les métaboliser. Et je pense surtout aux travaux de Viktor Frankl, qui a survécu à 4 camps de concentration et qui a créé la logothérapie et a su comment faire ce processus et ce travail. Et je pense qu'il y aurait des applications pédagogiques à faire à partir de ces travaux. Dernier point que j'aimerais soulever, promouvoir dans la formation des jeunes la capacité d'analyse critique. Nous avons aujourd'hui, les jeunes ont accès à Internet. On a cru faussement que avoir accès voulait dire savoir utiliser, et nous sommes confrontés à des déformations des processus de formation parce qu'il n'y a pas de capacité d'analyse critique pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et je crois qu'il faut qu'on redonne à la science ses lettres de noblesse pour qu'elle ne soit pas transformée dans une idéologie au service de populisme ou au service de parti pris qui adultère la notion et une vraie recherche scientifique de la vérité et qui mettrait la science en situation de pouvoir jouer un rôle régulateur de recherche du vrai sur les choses, où tout n'est pas relatif. Il y a une possibilité de chercher la vérité, non pas que je la possède, mais je peux la chercher. Qu'est-ce que c'est cet objet? Comment il est formé? Quels sont les matériaux qu'il compose? Comment ça se fait qu'il existe? En vue de quoi existe-t-il? Je vous annonce là les théories des causalités d'Aristote qui ont été écrites il y a 2400 ans, mais qui sont la base d'un système scientifique qui n'est pas dépendant de dérives sectaires ou d'autres dérives idéologiques qui mettraient la science à genoux et nous ferait vivre dans un monde sans repère, sans recherche du vrai et sans recherche du bien. Le 28 janvier dernier, le secrétaire général de l'ONU, dans une conférence de presse, Antonio Guterres, disait « La faim et la pauvreté ont grandi de manière scandaleuse ces dernières décades. Les droits de la femme ont beaucoup péjoré. 258 millions d'enfants ont été privés d'école. Les droits de l'homme sont terriblement malmenés dans toute cette situation, cette crise. Et enfin, les inégalités grandissent de façon scandaleuse. Si nous voulons contrecarrer ce processus, et ce n'est pas de rien qu'il s'agit, il s'agit d'aller vers une culture de destruction, voire vers une culture de mort, ou alors une culture de vie, de construction, qui ne peut se faire qu'ensemble.